Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet aussi délicat qu'essentiel, la question de la véracité des souvenirs en thérapie. Faut-il que les souvenirs soient objectifs, précis, chronologiques pour qu'ils soient validés dans le travail thérapeutique? Parce que oui, tu l'as peut-être déjà entendu ou même ressenti, cette petite voix qui dit « et si je me trompais? Et si j'avais inventé ce souvenir ?» Aujourd'hui, on va prendre le temps de déconstruire ensemble cette idée qu'il faudrait que tout soit certain, vérifiable et prouvé pour que la thérapie ait un sens. Commençons par une base fondamentale. La mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des souvenirs personnels, est reconstructible. Ce n'est pas une caméra embarquée. Chaque fois qu'on se remémore un souvenir, on le recrée. Il se transforme, se teinte de notre état émotionnel du moment, de nos représentations actuelles, de ce qu'on a entendu ou lu entre-temps. Et pourtant, ces souvenirs modifiés sont souvent ceux qui nous structurent le plus. Parce qu'en thérapie, on ne travaille pas avec le passé, mais avec la façon dont le passé est vivant dans le présent. Ce n'est donc pas la précision qui fait la vérité psychique. De nombreux patients s'inquiètent de ne pas avoir de souvenirs nets. Ils ont des bribes, des sensations, des images fugaces, et ils pensent que ce n'est pas suffisant. Mais en vérité, c'est souvent exactement ça qui est précieux. Parce qu'on travaille avec la trace, la sensation, l'empreinte, pas avec une suite d'événements datés qui ne nous diraient rien ou très peu de choses sur ce qui a réellement été vécu, ni sur comment les événements ont été ressentis, compris, intégrés ou enquistés. Un souvenir flou peut contenir une charge émotionnelle immense. Il peut être une porte d'entrée vers un travail en profondeur. Il est dans tous les cas largement suffisant pour pouvoir déployer une pensée sur soi, sur qui on est, ce que l'on veut être, ce que l'on vit et de quelle manière. Et si ce flou persiste, malgré la confiance de la relation thérapeutique et le cadre sécurisant, c'est peut-être que des enjeux de loyauté sont en jeu. Des loyautés invisibles, qui freinent l'accès à certains souvenirs, à certaines perceptions, des impossibilités de nommer l'innommable, l'insupportable, l'intolérable. Une peur de remettre en question certaines figures structurantes, mais pas nécessairement porteuses, bienveillantes ou enrichissantes. Une crainte de trahir qui parfois reste inconsciente mais pourtant bien puissante, ceux et celles qui ont pourtant été présents, même si pas toujours adaptés ou bénéfiques. La crainte, cette crainte justement, bien souvent serait de mettre au pilori les fautifs sans procès, alors que le but et les moyens de la thérapie s'écartent drastiquement de cette méthodologie. Il ne s'agit pas, et il ne devrait pas s'agir, de critiquer gratuitement, d'invalider, de diminuer ou de dévaloriser ni les figures encadrantes, ni l'environnement actuel, ni les circonstances ou le climat d'enfance. Il s'agit simplement de replacer les responsabilités pour que chacun puisse reprendre sa juste place et entamer enfin un processus de réparation lorsque la vie et les circonstances n'ont pas permis un déroulé plus doux et plus aligné pour la construction psycho-affective de la personne. La vérité historique n'est pas l'objectif. Parfois, on sent chez le patient une envie très forte de retrouver la vérité, de se souvenir exactement de ce qui s'est passé. Mais cette recherche, si elle devient obsessionnelle, peut devenir un frein. Parce que ce qui soigne, ce n'est pas la vérité factuelle, je pense que vous l'aurez compris maintenant, c'est la possibilité de se réapproprier une histoire, même incertaine, et d'en faire quelque chose de transformateur. La vérité subjective, c'est-à-dire la manière dont je ressens, je perçois, je me représente mon histoire, c'est cela qui a de la valeur, c'est cela qui fonde l'identité et qui permet de construire autrement. Jouer avec l'incertitude et la certitude est aussi un socle de notre santé mentale, parce que tout est impermanent et en changement, donc rien n'est certain, mais l'humain a besoin d'une dose équilibrée de certitude pour s'assurer qu'il est qui il pense être, d'où les résistances au changement d'ailleurs, pour pouvoir se reposer sur des convictions et construire quelque chose sur son chemin. Garder en tête que les convictions pourront évoluer et se transformer permet de ne pas perdre pied sur la réalité de l'incertitude ambiante. C'est aussi ça la clé de la flexibilité mentale, qui est une autre façon de définir la santé mentale. Donc en gros, plus on est tranquille avec cette idée d'incertitude, tout en préservant assez de certitude pour pouvoir avancer sans trop d'angoisse ni de rigidité, plus on se rapproche d'une santé mentale solide et génératrice d'épanouissement.
Et quand on n'a aucun souvenir alors, on va pouvoir alors poser l'hypothèse traumatique qui sera bien évidemment à aller vérifier avec le patient. Parce que parfois, c'est pas un flou, c'est pas un souvenir incertain, c'est plutôt un trou noir, une page blanche. Des pans entiers de l'enfance sont absents, des périodes précises, des contextes, des événements, rien, le vide. Ce silence de la mémoire peut être un indice fort d'une histoire traumatique, mais pas nécessairement d'un événement unique, spectaculaire ou dramatique comme on l'imagine souvent quand on pense au trauma. Mais parfois, ça parle plus d'un climat, d'une répétition, d'un quotidien traversé par la peur, la négligence, la confusion, l'insécurité ou l'insatisfaction répétée de besoins psychoaffectifs. Le trauma en particulier lorsqu'il est complexe, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la durée, souvent dans l'enfance, et dans des contextes relationnels, s'accompagne très fréquemment de stratégies dissociatives. La mémoire épisodique est alors mise de côté, fragmentée, voire totalement déstructurée ou désactivée. Ce n'est pas un oubli banal, c'est un mécanisme de survie. Et ce n'est pas anormal, ce n'est pas un défaut de mémoire, c'est un excès de protection, souvent nécessaire du point de vue de l'enfant qu'on a été, moins du point de vue de l'adulte, mais le pli est pris. La dissociation a permis à l'enfant de continuer à vivre, à fonctionner, à s'adapter malgré un environnement insécurisant, mais une fois adulte, ces trous peuvent devenir des freins, des douleurs sourdes, des énigmes identitaires. En thérapie, il est à mon sens essentiel d'accueillir ces absences avec douceur et prudence, sans forcer, sans chercher à tout prix à retrouver. Parfois, ce qui n'a pas été mis en mots peut être retrouvé dans le corps, dans les rêves, dans l'absence des rêves parfois, dans les répétitions relationnelles. Des outils comme l'ICV, l'intégration du cycle de la vie, peut aider à raviver doucement des souvenirs si on sait comment utiliser cette technique avec subtilité, conscience et présence. Comme tout outil thérapeutique, l'ICV demande une formation sérieuse, une supervision adéquate et une grande capacité d'écoute de soi comme du patient. Utilisé de manière trop directive, trop rapide ou hors du bon timing thérapeutique, il peut renforcer des mécanismes défensifs ou générer de la confusion. Ce n'est pas l'outil qui soigne, mais la manière de s'en servir. Si tu as pris la formation psychothérapie intégrative, comprendre, ressentir, agir, tu m'as certainement déjà entendu le dire, l'outil ne devrait jamais remplacer la clinique. Et souvent, les organismes formateurs de ces outils et techniques l'oublient en prenant une obligation à n'utiliser que cet outil, que cette approche, pour un résultat optimal, parfois sous couvert d'exigences scientifiques. C'est ce qu'on peut autrement appeler la guerre des chapelles. C'est à l'encontre de toute ma vision de la thérapie et de manière plus générale de la liberté de penser, mais aussi de la complexité nécessaire à tout thérapeute qui veut se revendiquer thérapeute intégratif, selon mon point de vue. C'est d'ailleurs tout l'objet de la formation psychothérapie intégrative, comprendre, ressentir, agir, et c'est aussi pour cette raison-là que j'ai prévu de proposer une formation sur l'utilisation de l'outil de l'ICV dans un contexte de thérapie intégrative vraiment réfléchi et pensé, cohérente et reliée, contrairement à une juxtaposition d'outils et de techniques qui ne seraient pas contenues dans une pensée plus englobante. Donc si tu es intéressé par cette approche, la formation sur l'utilisation de l'outil ICV dans ce contexte de psychothérapie intégrative est prévue, donc n'hésite pas à aller t'inscrire à la newsletter en cochant les formations en ligne pour ne recevoir que les actualités des formations et être prévenu de sa sortie dans les premiers, en même temps que de bénéficier d'avantages exclusifs à ma liste d'emails. Et rassure-toi, j'envoie très peu de mails, donc tu ne seras pas du tout submergé. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos souvenirs. Car ce n'est pas le souvenir retrouvé qui soigne, c'est bien la capacité à rester présent à soi, même face au vide ou à ce souvenir compliqué. Ce n'est même pas toujours la compréhension qui répare, c'est bien souvent le mouvement interne que l'on va initier qui enclenche une transformation de cette compréhension, de ce savoir, de cette connaissance. Non pas pour déformer des souvenirs, en réalité ils sont déjà déformés, mais pour s'approprier une histoire digeste, digérable et digérée. C'est la possibilité de construire une histoire, non pas à partir d'une exactitude, mais à partir d'une légitimité retrouvée, celle d'avoir ressenti ce qu'on a ressenti. Même si personne n'en a jamais parlé, même si personne ne l'a jamais validé. Conclusion. Ce qui compte, c'est ce qui est vivant dans l'ici et le maintenant. Les souvenirs, même flous, même recomposés, sont de la matière.
thérapeutique. Il parle de nous, de nos conflits internes, de nos attachements, de nos blessures, de nos efforts de survie. Et ce que la thérapie propose, ce n'est pas de vérifier la réalité, ce n'est pas non plus de transformer la réalité ou l'histoire de vie, mais c'est de transformer les vécus internes, de rencontrer la réalité subjective et de lui donner du sens. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner à ce podcast ou à cette chaîne YouTube, à le noter, à le partager autour de toi. Et tu peux aussi me dire en commentaire ce que ça t'évoque, ou par message si tu préfères. J'adore aussi lire vos messages et vos retours. Et si tu veux continuer à explorer la question des souvenirs, des empreintes mnésiques et de la manière dont ils modèlent nos vies, je t'invite à découvrir la formation Les émotions en thérapie, apport et application clinique des neurosciences affectives, tout simplement parce que notre identité se construit en grande partie sur notre fonctionnement émotionnel et donc sur tout ce qui impacte la construction de notre fonctionnement émotionnel. Et je pense que tu auras compris que tout ce qui impacte ça, ce sont les souvenirs. Tu trouveras le lien dans la description et je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.